Notre planète est unique dans le système solaire car elle abrite de l'eau liquide en surface. C'est probablement la condition la plus importante qui a permis l'apparition de la vie. Il y a 3 à 4 milliards d'années, elle n'était pas la seule. Mars, cette planète rouge et aride que nous observons aujourd'hui, était alors un monde bleu. Pas comme la nôtre peut-être, mais suffisamment pour que l'eau y coule, s'y accumule et y sculpte des paysages étrangement familiers. L'exploration de notre voisine a livré un important faisceau d'indices montrant que de l'eau liquide a coulé à sa surface dans un passé lointain. Des lits fluviaux façonnés par des écoulements, des deltas asséchés débouchant sur des lacs, des argiles et des minéraux hydratés qui ont eu besoin d'eau pour se former. Cette découverte, aussi modeste qu'elle puisse paraître, est une révolution. Elle redéfinit notre place dans l'univers. D'une part, elle rend la Terre un peu moins exceptionnelle. L'eau liquide a coulé à la surface d'au moins 2 planètes sur 8. Et encore, on ajoutera peut-être un jour Vénus à la liste. L'histoire martienne sonne également comme un avertissement, un rappel brutal que les mondes habitables ne le restent pas forcément. Mars a perdu son eau liquide, peut-être que Vénus aussi, et un jour la Terre finira par la perdre également. Probablement d'ici 1 milliard d'années, quand la luminosité du Soleil aura sensiblement augmenté et que l'effet de serre s'emballera pour de bon. L'eau martienne appartient au passé, mais elle n'a pas encore révélé tous ses mystères. Il reste difficile de dire combien de temps exactement elle a perduré et surtout sous quelle forme. En suivant les actualités de planétologie sur la chaîne, on a parfois détaillé certaines de ces hypothèses. Récemment, il y avait par exemple celle d'une suite de petits lacs peu profonds, ou encore d'une eau qui formait des crues très violentes, espacées par de longues périodes de sécheresse. Aujourd'hui, j'aimerais cependant explorer avec vous l'hypothèse qui est peut-être la plus fascinante et la plus prometteuse pour la recherche de la vie. Celle d'un océan qui aurait recouvert jusqu'à 1/3 de la planète, qui aurait pu atteindre plusieurs centaines de mètres de profondeur par endroit et qui aurait perduré pendant des centaines de millions d'années. Faisons un petit voyage en imagination. Nous sommes il y a 3,8 milliards d'années et vous vous tenez sur une plage. Ce n'est pas celle d'un continent primitif de la Terre. Ici, le soleil, plus petit et plus pâle que dans notre ciel, brille d'une lueur rosée à travers une atmosphère encore épaisse, chargée de fines particules de poussière. L'air est frais, presque terreux, avec une légère odeur de soufre. Une brise légère caresse votre visage, chargé d'humidité. Devant vous, à perte de vue, s'étend l'immensité d'un océan. Ces vagues, agitées par des vents parfois violents, viennent mourir sur des rivages de basalte noir et de sédiments rouges. Ici et là, des cratères d'impact entaillent les côtes comme des cicatrices fraîches. Plus au large, des icebergs, vestiges d'une banquise hivernale, dérivent lentement vers le nord. Bienvenue sur les rives d'Oceanus Borealis, un océan qui recouvre près d'1/3 de Mars et qui concentre presque toute l'eau liquide de la planète. Dans l'hémisphère sud, au cœur du bassin d'Hellas, s'étend une mer intérieure. Un cercle presque parfait, large de 2300 km, où l'eau, plus calme, reflète un ciel souvent voilé de nuages. Autour de ce lac géant, des deltas se forment, alimentés par des rivières qui descendent des hauteurs escarpées, charriant avec elles des minéraux argileux. Ces paysages ont pu exister, mais on n'en est pas encore sûr. Ils représentent une des possibilités de l'histoire de l'eau martienne. Alors, comment savoir si Mars abritait vraiment un océan, et pas seulement une succession de lacs géants ou de crues éphémères ? La réponse à cette question a commencé à se dessiner il y a plus de 50 ans, au début des années 70, avec une mission qui allait révolutionner notre vision de la planète rouge, Mariner 9. Mariner 9 n'était pas une sonde comme les autres, elle a été la première à se placer en orbite autour de Mars. Plus simplement, elle a été la première sonde en orbite autour d'une autre planète que la Terre. Un exploit technique, mais aussi une fenêtre ouverte sur un monde inconnu. Les images qu'elle a renvoyées étaient granuleuses, floues, monochromes, presque abstraites comparées aux cartes haute résolution que nous avons aujourd'hui. Pourtant, elles ont révélé quelque chose d'extraordinaire. Mars semblait coupé en deux. Au sud, des plateaux constellés de cratères d'impact et au nord, des plaines lisses presque dénuées de cratères. Comme si une force mystérieuse avait effacé les traces des bombardements météoritiques. Cette dichotomie nord-sud allait devenir le premier indice majeur en faveur d'un océan martien. Comment expliquer sinon cette frontière si nette entre deux hémisphères si différents ? L'hypothèse d'un grand océan boréal était née,
Et si ces plaines du Nord avaient été un jour le fond d'un vaste bassin océanique ? Quelques années plus tard, en 1976, les sondes jumelles Viking 1 et 2 ont pris le relais de Mariner 9. Leur mission ? Cartographier Mars avec une précision inédite. Après avoir largué leurs atterrisseurs, les deux orbiteurs se sont attelés à un travail de titan, photographier la planète sous tous les angles avec des instruments bien plus performants que ceux de leurs prédécesseurs. Et c'est là que les choses ont pris une tournure fascinante. Dans l'hémisphère nord de la planète, à la frontière entre les deux régions géologiques de Mars, les sondes ont pu détecter ce que les planétologues appellent des shorelines, ou lignes de rivage. Les shorelines, ce sont des contours géologiques qui sur Terre marquent la limite entre la Terre et la mer. Ce sont les traces laissées par les vagues, les sédiments ou les processus d'érosion côtière sur de longues périodes. Sur Mars, ces lignes apparaissent comme des terrasses, des falaises ou des accumulations de sédiments. Il y a un détail qui à l'époque a beaucoup troublé les planétologues. Ces shorelines sont presque toutes à la même altitude, un peu comme si Mars avait un jour connu un niveau de la mer. Bien sûr, ces contours ne sont pas parfaitement plats, la croûte martienne a été déformée par l'activité volcanique, notamment le soulèvement de la région de Tharsis, ce qui a pu fausser leur alignement originel. Mais même en tenant compte de ces déformations, des modèles montrent qu'elles restent compatibles avec l'hypothèse d'un océan global. En suivant ces lignes de rivage, il est devenu possible de tracer une sorte de contour de l'océan. C'est un travail difficile, comme vous le voyez ici, différentes études ont abouti à différentes formes pour un océan boréal martien. Il faut d'ailleurs noter que tous ces résultats ne sont pas forcément contradictoires. L'océan a pu évoluer au cours de son histoire et par exemple occuper progressivement un bassin plus petit, ce qui expliquerait les lignes internes. Des chercheurs ont également montré que la plupart des deltas fluviaux de la planète semblent s'aligner avec ces fameuses shorelines, comme si tous les grands fleuves de Mars finissaient par se jeter dans l'océan, une dynamique qui évoque forcément la Terre. À ça, on peut ajouter des indices un peu plus circonstanciels. Depuis quelques années, une hypothèse encore plus spectaculaire est venue s'ajouter au dossier, des traces de méga-tsunamis. Des vagues géantes, hautes comme des immeubles, qui auraient déferlé sur les côtes martiennes à plusieurs reprises. Deux scénarios possibles, un impact d'astéroïdes géants ou un glissement de terrain monstre qui se serait par exemple produit sur les flancs d'Olympus Mons, la plus grande montagne du système solaire. Cette hypothèse est soutenue par des dépôts géologiques chaotiques, repérés dans les plaines nordiques par des orbiteurs tels que MRO. Ces dépôts, composés de blocs rocheux géants et de sédiments en vrac, sont disposés de manière caractéristique. Ils s'étendent bien au-delà des anciennes shorelines, comme si une vague démesurée les avait projetés vers l'intérieur des terres. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Pour générer de tels tsunamis, il ne suffit pas d'avoir une simple mare ou une rivière intermittente. Il faut un réservoir d'eau immense et profond, exactement ce à quoi ressemblerait l'océan boréal. Des simulations montrent que des impacts dans un bassin océanique martien auraient pu produire des vagues de plusieurs centaines de mètres de haut, balayant les côtes sur des centaines de kilomètres avant de se retirer en laissant ces dépôts qui seraient encore visibles. On peut aussi trouver des indices du côté de la chimie. Ils ne viennent pas du sol, mais de l'air lui-même. Dans l'atmosphère de Mars, on trouve ainsi beaucoup de deutérium, un isotope lourd de l'hydrogène. Sur Terre, il coexiste en équilibre, dans un ratio d'environ 1 atome de deutérium pour 3200 atomes d'hydrogène. Mais sur Mars, ce ratio est 6 fois plus élevé, comme si au fil des milliards d'années, l'hydrogène s'était évaporé dans l'espace, laissant derrière lui son jumeau plus lourd, incapable de s'échapper. Pourquoi une telle disparité ? Parce que Mars, contrairement à la Terre, a perdu son bouclier protecteur, son champ magnétique. Sans lui, les particules du vent solaire ont arraché les molécules d'eau, une à une, brisant leurs liens et emportant l'hydrogène léger vers les confins du système solaire, tandis que le deutérium, trop lourd, restait prisonnier de l'atmosphère martienne. Les mesures d'émissions MAVEN et Curiosity ont révélé l'ampleur du drame. Mars a perdu l'équivalent d'un océan de millions de kilomètres cubes, assez pour remplir un bassin océanique couvrant un tiers de sa surface. Alors, vous le voyez, il y a de bonnes raisons de penser qu'Oceanus Borealis, l'ancien océan nordique de Mars, ait bel et bien existé. Cependant, ce n'est pas encore une hypothèse qui fait consensus. Les indices sont présents, mais ils ne sont pas accablants.
Et des hypothèses alternatives qui défendent des crues intermittentes ou de petites mares éparpillées parviennent elles aussi à réunir des preuves convaincantes. Les défenseurs de ces hypothèses peuvent aussi pointer quelques défauts dans l'argument de l'océan. Les shorelines ne sont pas complètement plates, elles connaissent des variations d'altitude qui peuvent se compter en centaines de mètres. Alors oui, la planète s'est déformée, oui, l'océan a dû progresser et reculer, mais un niveau de la mer, ça doit être complètement plat. Certains deltas semblent par ailleurs bel et bien se jeter dans des lacs fermés. C'est probablement le cas du côté de J0, là où évolue le rover Perseverance. Enfin, il y a l'énigme des carbonates. Sur Terre, les océans regorgent de ces minéraux formés quand le CO2 de l'air se dissout dans l'eau. Or, sur Mars, les carbonates sont extrêmement rares. Où sont-ils passés ? Certains suggèrent qu'ils ont été érodés ou recouverts par des coulées de lave. D'autres, plus sceptiques, murmurent « et s'il n'y avait jamais eu assez d'eau pour les former ?» Un océan aurait dû en produire des montagnes, leur absence est un trou dans le puzzle, ou la preuve que l'océan n'était qu'un mirage. Alors, notre océan est-il une illusion ? La vérité, comme souvent en science, se niche probablement dans les nuances. Mars n'a peut-être jamais abrité un océan global et stable, mais plutôt une succession de mers et de lacs parfois reliés, parfois isolés, dans un climat en constante évolution. Un monde où l'eau a coulé, s'est accumulée, puis s'est évaporée, laissant derrière elle des traces assez floues pour alimenter le débat pendant des décennies encore. Une chose est quasiment sûre, que ce soit un océan ou une myriade de lacs, Mars a bel et bien été un monde humide. Et cela suffit à en faire une cible d'exploration majeure dans le système solaire. L'eau, c'est la vie, et Mars nous offre une enquête fascinante pour déterminer si cette relation est vraie ailleurs que sur Terre. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo spéciale abonnés. J'espère qu'elle vous a plu et je vous attends en commentaire si vous souhaitez partager vos questions et vos remarques. Vous trouverez les sources et nos réseaux sociaux en description. On se donne rendez-vous mardi prochain avec Hugo et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.